Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à cette table ronde dont le thème est logistique des territoires, enjeux et perspectives pour un développement équitable de l'investissement, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Je tiens à remercier vivement la présence nombreuse et chaleureuse en ces lieux, les intervenants qui se succéderont pour enrichir une thématique aussi cruciale que d'actualité. Mesdames et Messieurs, du fait que la territorialisation du développement contribue incontestablement à la croissance socio-économique de notre pays, comme tout pays en quête d'une économie compétitive, chaque État se retrouve dans l'obligation de développer ses territoires, de les rendre attractifs et ayant chacun des atouts susceptibles de les transformer en des puissances économiques locales ou régionales. Le déploiement des activités logistiques tient à inscrire les territoires dans un contexte compétitif, leur permettant d'acquérir un avantage concurrentiel. L'objectif principal étant d'améliorer leur attractivité. La logistique territoriale ou l'économie spatiale, selon la nouvelle littérature économique, est de ce fait une approche pertinente pour répondre aux attentes des investisseurs et des activités, bien entendu, des territoires. Au Maroc, la régionalisation avancée constitue un des grands chantiers stratégiques, une réforme structurante pour le développement équitable et intégré du Maroc. Pour atteindre cet objectif, les régions doivent s'ériger en pôle de compétitivité, bien entendu, et dans ce cadre, elles sont invitées à développer, à repenser leur paradigme économique et, bien entendu, à innover. Quels sont alors les enjeux et les impacts de la logistique dans le développement territorial? Quelles sont les mutations en cours et à venir susceptibles d'avoir un effet sur la dynamique territoriale et interaction entre la logistique et son écosystème socio-économique? Quels sont les modes de gouvernance émergents en matière de territorialisation de la logistique? Quel est le rôle des autorités locales et régionales? C'est pour débattre, mesdames et messieurs, de ces questions que j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné par M. Tariq El-Bahlaoui, qui est, excusez-moi parce qu'il y avait un changement, directeur de développement des zones logistiques, Si Mohamed Talal, qui est président, directeur général de la Voie Express et de Espasim. Je vois, Monsieur le Président, que votre périmètre de présidence s'élargit de plus en plus. Merci d'être avec nous. Et c'est Ahmed Ben Haddou, directeur général de Maroc Fruit Board, et Jalal Ben Hayoun, directeur général Série Tanger Téton Al Hoceima. Bienvenue avec nous. Première question. Donc, aux représentants de la MDL, le Maroc dispose d'une stratégie logistique. Comment elle se décline au niveau des territoires? Comment la MDL agit justement de la valorisation de ces territoires et quels sont les défis et les perspectives? À vous la parole et encore merci d'être avec nous. Merci Simonir. Alors, je tiens à remercier les organisateurs du salon Logismed de la qualité effectivement de l'organisation. Et je tiens aussi à leur féliciter de la qualité des thématiques qui sont abordées et qui sont proposées, qui sont d'actualité réelle. Alors, en deuxième lieu, ce que je voulais dire, c'est que je me réjouis aujourd'hui d'être un représentant effectivement de l'AMDL parmi les différents acteurs ici qui présentent que ce soit le secteur privé ou bien les acteurs qui entrent dans l'aspect de la gouvernance territoriale. Alors la stratégie logistique, c'est que le Maroc aussi donc dispose de cette stratégie qui est ambitieuse et donc qui se décline en plusieurs axes. Donc, et ces axes qui commencent, que ce soit par la partie gouvernance, soit par la partie développement d'infrastructures, ou bien de constituer cet écosystème d'opérateurs et de les faire émerger pour qu'ils soient intégrés et performants. Troisième lieu, donc la partie formation. Et en cinquième lieu, donc c'est le mot d'ordre de la stratégie logistique, c'est de pouvoir massifier et organiser ces flux. Et de là, donc on peut converger directement vers la thématique qui est effectivement cette logistique des territoires qu'on veut. Alors, vous avez évoqué effectivement la stratégie. Est-ce que ça se décline? Comment ça se décline dans les territoires? Je voulais en premier lieu parler en complémentarité sur est-ce que cette logistique, est-ce qu'elle est pensée en premier lieu dans les territoires? Comment elle est pensée?
Est-ce qu'on pense effectivement de cette logistique performante? Est-ce qu'on pense cette logistique qui va améliorer cette compétitivité dans les territoires? Je crois que ça va être une question intéressante aussi à aborder. Alors, l'AMDL, comme l'ensemble des acteurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc tout un paysage d'acteurs, ou bien un diaporama d'acteurs, qui agissent sur le sujet de la logistique. Si on parle sur la partie infrastructure, installation logistique, donc les zones logistiques, les entrepôts, et tout ce qui va avec, qui concerne bien sûr la logistique urbaine, c'est un ensemble d'acteurs. L'AMDL, elle agit en tant qu'organe d'exécution et de déclinaison de cette stratégie. Et bien sûr, qui a plusieurs ambitions, mais à un certain moment, qui a subi beaucoup de contraintes et beaucoup de freins. Alors, la première des choses, c'est que comment on pense la logistique dans les territoires, effectivement, ça apparaît dans l'exercice des plans de développement régionaux, hein, les PDR. Comment, donc, après le 2015, donc, ce chantier ambitieux de la nouvelle régionalisation, si on essaie de faire un petit retour en arrière, un petit bilan, on va voir que globalement, en termes d'investissement dans les PDR, on ne dépasse pas les 1, les 5%. En termes d'investissement dans des installations logistiques dans les PDR, donc des régions. Et ça... C'est-à-dire que je me permets de vous interrompre, vous avez parlé de plans de développement régionaux. Est-ce que vous étiez consulté par les régions justement dans la réflexion de ce qu'on appelle cette territorialisation de la logistique? Très bonne question. Alors, la déclinaison en termes d'installation logistique, à titre d'exemple, ça se fait dans une démarche de concertation, une démarche participative, donc à l'échelle de chaque territoire, parce qu'à un certain moment, c'est le grand objectif, à mon sens, de pouvoir décliner cette stratégie dans les territoires, c'est de pouvoir converger donc l'ensemble des visions et des actions. Au moins faire converger l'action publique. Donc vous étiez associé dans ce qu'on appelle les 12 PDR, relativement 12 régions marocaines. Exactement. Est-ce que ça a été adopté dans les 12 PDR? C'est non. À titre d'exemple, je dirais que PDR d'El Souss-Messa, à titre d'exemple, donc la vision ou bien la vision de la stratégie logistique, elle est intégrée. PDR de Bni Mellal Khnefra, PDR de Fes Meknès. Donc il y a plusieurs PDR, effectivement, où il y a carrément cette cohésion de la région et des différents acteurs qui interviennent. Parfait. À travers le financement des projets, etc., etc. Je reviendrai vers vous justement sur cette déclinaison et le mode opératoire, comment ça a été fait. Je voudrais interpeller maintenant, si Mohamed Talal, vous êtes opérateur économique, vous agissez dans le secteur en tant qu'acteur économique et vous êtes aussi dans l'associatif, c'est-à-dire que vous êtes... dans une logique de proposition, hein, d'idées, vous êtes aussi force de proposition, que ce soit dans le cadre de la CGM ou d'autres instances. Est-ce que réellement, pour vous, la logistique est au cœur des préoccupations territoriales? Merci, cher Mounir. Merci à tous. En tout cas, merci à Logismed aussi de nous avoir ramenés à la réalité et à la vie après ces 2-3 années. Moi, je pense qu'on se trompe de combat. On se trompe vraiment de combat. On vend de la logistique, on ne doit pas vendre de la logistique. Quand on va voir des régions, on doit vendre une offre. D'accord? Et vendre une offre, les régions, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent à attirer des habitants, à améliorer la qualité de vie des habitants. Il faut aller sur ces terrains-là. Et par exemple, je vous donne un exemple, c'est dire à une région, écoutez, vous avez des atouts, mettez-les en exergue, montez une offre et vendez votre région et mettez-vous en compétition avec les autres régions, pour attirer notamment des compétences, des habitants, une industrie, et ensuite chercher une complémentarité entre ces régions. Alors je m'explique. Quand vous avez quelqu'un qui habite dans une ville, et vous avez des marchandises qui arrivent de Casablanca en petit camion de 3,5 tonnes dans une région de Fès, le prix de revient du produit est augmenté, parce que le coût de la tonne kilométrique transportée est beaucoup trop élevé. Si vous transportiez ça en semi-remorque, si vous stockiez dans les entrepôts logistiques, vous massifiez les flux, vous allez réduire les coûts logistiques et automatiquement, vous allez réduire le coût d'achat du produit et automatiquement augmenter le pouvoir d'achat du consommateur. Ce qui est important, c'est un salarié ou un investisseur, c'est la rentabilité ou bien c'est le pouvoir d'achat du consommateur. On peut avoir un salaire de 5000 dirhams avec un pouvoir d'achat extrêmement élevé. Si vous achetez un terrain pour sur une villa, je vais prendre mon ami Jalal dans la région de Tétouan à 100 dirhams le mètre carré, même si j'y crois pas beaucoup,
attendez, il y a des gens qui vont se dire, attendez, je vais investir dans la région de Casablanca, ça va me coûter 3 millions de dirhams le terrain, je vais construire avec 5 millions, ça fait 8 millions, je vais mettre mes enfants dans une école privée, ça va me coûter tant. Si je vais dans la région de Tanger, Tétouan, eh ben ça va me coûter beaucoup moins cher le foncier, beaucoup moins cher pour mes enfants. Et effectivement, on augmente le pouvoir d'achat. Et là, on devient attractif, la région devient attractive et vous attirez des compétences. Donc l'un des leviers d'une région, c'est de réduire les coûts logistiques de sa région. Et par conséquent, vous augmentez le pouvoir d'achat, non seulement des habitants, des citoyens qui sont eux-mêmes des salariés de la région, d'accord, et deux, les investisseurs également iront vers ces régions. Si vous allez dans une région, pour un logisticien, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas où est-ce qu'on est placé, c'est le coût de la tonne kilométrique transportée ou distribuée. Si Mohamed, juste une précision. Quand on parle de stratégie, donc on parle d'une vision globale. Donc il y a convergence d'idées. Ma question avait un implicite qui consistait à dire, est-ce que vous étiez aussi associé dans la réflexion sur cette stratégie et sur la territorialisation de cette logistique? Ce que vous me dites maintenant, est-ce qu'il a été exprimé et intégré dans ces réflexions? On parle de PDR, on parle de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait cette logique d'interaction pour pouvoir rendre les territoires attractifs? Non, très bien. Je vais essayer de répondre rapidement, mais précisément surtout. On n'avait pas dit qu'on ferait de la politique aujourd'hui. D'accord. Là, je vais prendre ma casquette beaucoup plus en tant que vice-président de la CGEM. D'accord. Effectivement, on a été associé à ce contrat-programme, notamment au niveau de la Fédération de transport, au niveau de la commission logistique de la CGEM. On a été associé disons qu'on travaille là-dessus depuis 2004. L'étude de la Banque mondiale a été faite en 2006. 2007, l'étude McKinsey, pour sortir le contrat-programme logistique qui a été signé devant Sa Majesté en 2010. Aujourd'hui, malheureusement, le paysage a changé. Donc il y a des paramètres nouveaux. D'accord. Écoute, Mounir, je vais te donner un exemple. Avant Covid, on ne parlait que de compétitivité. Aujourd'hui, on ne parle plus de compétitivité logistique. On parle de compétitivité logistique, oui, mais on parle aussi de souveraineté des États. Les barycentres de production sont en train de se déplacer de l'Asie vers l'Europe. Les États sont en train de ou relocaliser la production au niveau national ou au niveau régional. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi, cette pièce-là, ou les masques, je dois les fabriquer localement, parce que c'est une question de souveraineté d'État. Quand on a des cartes électroniques, d'accord, qu'on n'arrive pas à importer parce que l'usine est à l'arrêt à Hong Kong ou à Shanghai ou je ne sais où, on ne peut pas importer, ou alors que le coût de conteneur est passé de 2 000 $ à 11 000 dirhams le conteneur et ça rend non compétitif le produit, vous avez des chaînes de production qui s'arrêtent. Et là, les coûts induits sont extrêmement élevés. Donc finalement, qu'est-ce qui vaut mieux? Acheter moins cher ou avoir la disponibilité? D'accord? Et aujourd'hui, nous pensons, personnellement, nous pensons que la stratégie logistique, oui, mais il y a lieu maintenant de la relifter, de la reprendre, de ressortir un nouveau contrat-programme logistique. Donc une mise à jour s'impose. Une mise à jour s'impose. Il faut redéfinir la stratégie logistique d'IENA avec réactivité et beaucoup plus d'agilité, et surtout intégrer des notions telles que la digitalisation, qui est l'objet du salon également aujourd'hui. Vous avez beaucoup de solutions qui sont apportées par les opérateurs, freight forwarders, logisticiens, entreprises de messagerie, il y a beaucoup de solutions. Mais surtout, il y a un changement de paradigme. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'à partir de janvier 2023, les produits marocains devront être décarbonés à l'export. C'est un sujet qu'on va aborder plus tard. Je voudrais juste vous interpeller cette fois-ci, d'abord de changer de casquette, de revenir sur l'opérateur économique. Alors vous avez parlé d'agilité et surtout de gouvernance. Alors comment vous réagissez en tant qu'acteur cette fois-ci économique par rapport à ces paradigmes qui sont nouveaux, ces problématiques qui sont nouvelles, donc, et surtout, comme vous l'avez dit, dans un contexte délicat post-Covid? Aujourd'hui, nous, déjà en tant qu'opérateurs, bien sûr, nous sommes membres d'une fédération. D'accord? Des réunions de travail ont commencé d'ailleurs depuis cette semaine pour maintenant peut-être repenser quelles les nouvelles stratégies à adopter, d'accord, et apporter des solutions aux entreprises marocaines, parce que les entreprises marocaines maintenant doivent pouvoir aller sur de nouveaux marchés. Il faut leur apporter des solutions techniques, des solutions juridiques aussi, d'accord, parce qu'il y a aussi des aspects juridiques qu'il faut traiter pour que les entreprises marocaines puissent. Il y en a qui doivent changer de produits, de production. Il y en a qui doivent changer leurs services. Il y en a qui vont changer de marché. Il y a des exigences sur les marchés maintenant qui sont beaucoup plus contraignantes en termes d'impact environnemental, hein, Mounir. Il ne faut pas oublier une chose. Les entreprises logistiques aujourd'hui, elles peuvent être très performantes, très compétitives, mais si demain, elles ne montrent pas en patte blanche au niveau de l'empreinte carbone, d'accord, si elles ne montrent pas patte blanche sur la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, elles ne pourront pas répondre à des appels d'offres internationaux. Exact. Elles ne pourront même pas travailler avec des entreprises nationales qui exportent. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on vous dit, on fait un audit chez vous, et vous nous donnez votre empreinte carbone de bout en bout. C'est-à-dire que vous, entreprise de production, vous devez donner également l'empreinte carbone de vos fournisseurs en amont et en aval, et définir toute l'empreinte carbone de votre chaîne.
Et aujourd'hui, c'est une question de survie. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'opérateurs, on s'est réunis avec les pouvoirs publics, notamment avec la MDL, le ministère du Transport et de l'Équipement, on a vu Cisco la semaine dernière, le ministère du Commerce et de l'Industrie il y a 2 semaines. Donc il y a des réunions de travail qui se tiennent pour justement commencer à avancer plus vite et apporter des solutions aux opérateurs. Merci Si Mohamed de ces précisions. Donc je reviendrai vers vous pour d'autres questions. Vous avez parlé de la problématique de la décarbonation, justement comment la logistique territoriale va résoudre cette problématique et surtout rentrer dans une configuration d'agilité pour répondre à tous ces enjeux. Et maintenant je voudrais interpeller Si Ahmed Ben Haddou, vous êtes directeur général de Maroc Freeport. Vous avez écouté 2 interventions. Vous êtes un acteur agissant dans un secteur vital parce qu'en fait on exporte les 2 tiers pratiquement des exportations marocaines vers certaines destinations, notamment européennes. Est-ce que la territorialisation de la logistique, quelque part, vous rend compétitif? Comment elle est par rapport à votre stratégie de développement? Merci Simounir, à mon tour de remercier les organisateurs de Logismed. Il est clair que quand vous avez une vocation export, vous êtes exposé au premier degré à tous les changements d'ordre géopolitique, environnemental. Et dans ce sens, je pense que pour l'assistance, il est aussi utile de partager quelques chiffres pour comprendre un petit peu le rôle du secteur des fruits et légumes à l'export, parce que le Maroc exporte beaucoup de fruits et légumes. Donc c'est un secteur qui a un poids critique de par d'abord sa dimension socio-économique, aussi sa contribution dans la balance commerciale, avec plus de 30 milliards de dirhams de devises rapatriées. Le Maroc exporte environ 2 millions de tonnes et ambitionne d'atteindre les 3 millions sur les 5 continents. Sur ces 2 millions de tonnes, quand on fait le split, on voit qu'on a grosso modo 600 à 700 000 tonnes qui partent par voie maritime et 1,2, 1,3 par voie terrestre via le port de Tangimed. Et quand on sait que 60% de cette production vient de la région du Souss, vous pouvez imaginer le manque à gagner si l'on pouvait sortir cette marchandise d'un port proche des zones de production, en l'occurrence le port d'Agadir. Absolument. Nous estimons le manque à gagner à 600 millions de dirhams. Bien sûr, 600 millions de dirhams vient grever la compétitivité du produit Maroc sur les marchés, et le Maroc est en compétition avec d'autres origines. On pense notamment à l'Espagne, la Turquie, l'Égypte, qui ont bien entendu tout l'arsenal étatique derrière, etc. Maintenant, la question du développement territorial, comment il devrait être abordé? Pour nous, en tant qu'opérateurs dans un secteur qui nécessite, comme vous le savez bien, une certaine, c'est Alali l'a évoqué, nous sommes sous pression des grands donneurs d'ordre au niveau européen, notamment les centrales d'achat et tout, les exigences environnementales, et aussi en termes de délai fraîcheur, nous pensons que la réflexion autour du développement logistique au niveau des territoires ne pourrait se faire sans une vision globale où les territoires ils vont œuvrer ensemble dans une seule logique pour avoir un produit, une compétitivité de l'offre marocaine. Je donne un exemple. Justement, j'allais vous interpeller. Là, vous parlez d'une approche logistique, enfin, globale, holistique et intégrée. Selon vous, comment elle peut se décliner? Alors, pour nous, si je prends l'exemple de Tangimed, on ne peut pas reproduire les modèles Tangimed dans toutes les régions du Maroc. Maintenant, l'intelligence voudrait que toutes les régions profitent d'un port comme Tangimed. Il y a beaucoup de... Donc, comment on pourrait inciter un opérateur économique d'aller dans une région tout en lui mettant à disposition tous les moyens nécessaires pour profiter de cette plateforme à Tangimed? Il y a beaucoup de modèles qui peuvent être... On a la connectivité des ports, donc il y a des évolutions en termes de réglementation pour tout ce qui est cabotage. Aujourd'hui au Maroc, je crois que les opérateurs ils le savent, on ne peut pas aujourd'hui acheminer de la marchandise marocaine entre le port d'Agadir et le port de Tanger si on n'a pas
un pavillon marocain. Chose qui aujourd'hui, alors comme on n'a plus de pavillon marocain, donc nous sommes forcément obligés de faire de la route. Faire de la route suppose, c'est à la limite mieux placé que moi, c'est amener de la marchandise à 20 000 dirhams. Donc un camion à 20 000 dirhams, je vous donne juste un exemple, juste avant cette crise-là, le coût d'acheminement d'une marchandise depuis le port, depuis la région d'Agadir jusqu'à Tanger-Med, c'est plus ou moins l'équivalent du fret entre Tanger et New York. Donc vous voyez que, donc si on avait des possibilités, par exemple, dans une logique d'intégration globale, d'une logistique pensée globalement, de connecter les ports marocains pour faire profiter justement toutes les régions de cette complémentarité, de ce potentiel, on pourrait imaginer une chose. On a aussi la question de tout ce qui est massification. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être dans une logique individualiste parce que, d'abord, nous, on est exposés sur le domaine maritime. Il y a des gens que je vois ici dans le domaine maritime. Aujourd'hui, il y a des alliances qui s'opèrent. On a 5 compagnies maritimes qui dominent 70% ou 80% du commerce mondial. Donc, est-ce que nous, petits opérateurs individuels, est-ce qu'on peut faire face à ce regroupement? Donc, il y a, à mon sens, besoin de repenser la chose de façon à ce que tous les territoires œuvrent pour que le produit soit au cœur et que le développement dans la région, il ne peut être fait que dans une logique où la complémentarité, il est au cœur de la réflexion. Merci, Si Ahmed, de parler, enfin de rappeler cette problématique d'ailleurs intégrée, systémique et surtout de l'agilité pour accompagner un monde qui change. Maintenant, je voudrais interpeller Si Jalal, comment vous êtes acteur économique au sein d'une région qui connaît beaucoup de développement en ce moment. Comment la région Nord fait-elle de la logistique des territoires un levier de développement et surtout d'investissement? Et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour la qualité de l'organisation du salon, le choix des thématiques le long de ces 3 journées. Bien entendu, la thématique de la conférence d'aujourd'hui n'en fait pas l'exception. Et voilà, pour répondre à la question, donc, je vais commencer par la fin. Donc, si Ibn Haddo a parlé un peu de la compétitivité du Maroc, de l'équivalence du prix de fret entre Agadir et Tanger, puis qui est égal au prix de fret entre Tanger et New York, ceci veut dire un truc. Le Maroc était vraiment visionnaire, spécialement au niveau de la région Tanger-Tétouan-Hossima, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, quand il a pensé un moment à investir en infrastructure, à penser à faire de l'ancrage logistique un levier incontournable de développement de toute une région, voire de plusieurs territoires, voire du pays, mais aussi de cette région du monde, parce qu'aujourd'hui, c'est cité en exemple. Donc on a vu comment, durant ces 2 dernières décennies, cette région s'est transformée complètement. On parle d'investissement public, on parle de grands chantiers sous la vision éclairée de Sa Majesté, mais quand on examine ce qui a été fait réellement, une grande partie est due à un investissement très pensé de l'État stratège dans le secteur de la logistique pour faire de ça un levier de développement de l'investissement public et privé surtout, et de faire de cette région un modèle qui va rendre le Maroc comme une plateforme compétitive à l'échelle internationale et qui se positionne aujourd'hui, on connaît tous les indicateurs. C'est une région qui se positionne comme la première au Maroc en termes de compétitivité logistique, première en Afrique, en Méditerranée en termes de compétitivité portuaire, 50% des exportations, Ibn Haddo l'a dit tout à l'heure, passent par le port de la région, par ses ports. La construction automobile est exportée principalement à partir de cette région aujourd'hui, a positionné le Maroc sur un échiquier mondial pour de nouveaux métiers qu'on n'a jamais connus. Qui pouvait penser qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans déjà, la voiture est le premier produit exporté devant les phosphates au Maroc. Et ça fait 8 ans pour la 8e année consécutive. Et qui peut penser qu'aujourd'hui, on est le premier exportateur des voitures vers l'Europe, devant la Chine, devant l'Inde, devant la Turquie. C'est grâce à cette compétitivité bien pensée qui est axée sur la logistique, qui
Monsieur le ministre du Transport, lors de l'allocution d'ouverture, l'a bien dit, c'est l'épine dorsale de toute impulsion économique en faveur de développement économique et social d'une région. On ne peut pas faire de développement, on ne peut pas attirer de l'investissement si on n'a pas de compétitivité logistique. Et c'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui au niveau de la région. Bien entendu, on n'est pas parfait. On a des territoires aujourd'hui qui sont enclavés, sur lesquels on est en train de travailler. Et là, je rejoins ce qu'a dit mon ami Talal, et Ibn Haddou aussi. Il faut qu'il y ait la complémentarité sur les territoires. Il faut que tous les territoires de notre pays profitent de la compétitivité qu'on a au niveau des territoires les plus compétitifs en termes de logistique. Et ceci n'est possible que grâce à, le relifting des stratégies qui sont existantes aujourd'hui. Et on ne peut pas faire juste des stratégies. C'est bien d'agir à long terme, de définir le cap, mais il faut l'implémenter d'une façon très agile. Quand je dis agile, le monde est en train de changer très rapidement. On a vu ce qui s'est passé après le Covid. C'est plus la compétitivité, le prix à court terme qui compte, mais c'est la souveraineté, comme l'a dit Talal. Mais moi, je considère la souveraineté comme la compétitivité à long terme. Donc, il ne faut pas chercher juste la compétitivité à court terme. Il faut chercher la compétitivité à long terme, bien entendu, avec tous ces mécanismes-là. Et ceci peut être fait grâce à l'impulsion de l'investissement privé. Merci Sijalal. Je voudrais juste aussi votre éclairage sur une question. Vous avez des atouts, vous avez des contraintes qui exigent de vous ce qu'on appelle une agilité, cette fois-ci en termes de communication et de valorisation de votre territoire. Des enjeux nouveaux comme la décarbonation, comme l'a dit Si Mohamed Talal, sur lequel je reviendrai par la suite. Comment, en tant qu'organe de valorisation, vous suivez ces tendances et ces exigences en termes de valorisation d'un territoire prometteur ? Je l'ai dit, c'est l'agilité, c'est l'intelligence collective entre l'ensemble des parties prenantes et faire de sorte à ce que l'effort de l'État stratège soit un effort d'impulsion de l'effort privé. Je vais m'expliquer. L'enjeu aujourd'hui pour l'ensemble des CRI, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé, préparer une offre territoriale pour les investisseurs. Aujourd'hui, on a des investisseurs qui arrivent tous les jours, qui veulent investir en logistique. Il leur faut une offre territoriale pratique, compétitifs pour qu'ils puissent investir. Ils ont l'argent, ils ont le savoir-faire, ils ont les clients, ils ont les réseaux, ils ont tout ce qu'il faut. Il faut juste l'offre qu'il faut pour eux. Mais l'offre, ce n'est pas le terrain de l'État, forcément. L'offre, il faut avoir une offre complète où il y a de la disponibilité de terrain planifié pour le secteur de la logistique, planifié, pas exproprié, pas valorisé, parce que le privé peut faire ce travail-là. Bien entendu, le secteur public se concentrera sur ce qu'il peut faire en termes de planification, et la planification ne peut pas se faire par le secteur privé. Et la suite est très facile. Ce qu'il faudrait faire aussi, dans le cadre de développement agile de cette stratégie, peut-être, c'est de développer un cadre incitatif pour l'investissement dans le secteur logistique. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas réellement un cadre incitatif pour l'investissement privé dans le secteur logistique, à l'instar de ce qu'on a comme fonds de développement industriel. Je crois que vous avez apporté des éléments de réponse qui vont plaire à Si Mohamed Talal, parce que je l'ai vu noter tout à l'heure. Si Mohamed Talal, on a parlé d'offres, ce que vient de dire notre ami Jalal. On a parlé aussi d'agilité, comme l'a dit Si Ahmed, et surtout de pavillon, de notion de pavillon marocain qui, en principe, devrait apporter cette souveraineté. Vous avez évoqué vous-même cette souveraineté et vous avez parlé de la décarbonation, ça fait beaucoup d'enjeux. Comment, selon votre perception des choses, que vous agissez sur deux acteurs, enfin, l'acteur économique et aussi associatif, comment vous voyez les choses, c'est-à-dire comment les aborder dans cette logique de complexité, parce que c'est vrai que nous sommes dans un marché de plus en plus complexe et imprévisible. Bon, au-delà d'un marché complexe, je vais revenir sur un sujet qui m'est cher. Nous sommes en guerre économique. C'est une guerre. Depuis tout à l'heure, vous ne parlez que de combat et de guerre. Alors j'espère qu'on va passer une matinée paisible. On est réellement en guerre économique. Tout à l'heure, quand j'ai entendu effectivement, vous aviez dit à juste titre que c'est pas normal qu'un bateau Tanger-Agadir coûte aussi cher qu'un fret qui part de Agadir vers New York, mais on est en guerre économique. Parce que finalement, vous pouvez avoir une entreprise marocaine. Du coup, on n'a plus d'écran. Voilà, la guerre a commencé. Ils n'aiment pas ces termes. Écran, s'il vous plaît. Quand vous prenez aujourd'hui, parce que effectivement, tout à l'heure, ça a été évoqué, quand vous prenez une entreprise qui est très compétitive au Maroc, on va dire c'est la plus compétitive de toute la région, y compris par rapport à l'Europe, et qui exporte sur l'Europe. La meilleure solution
pour la rendre non compétitive, c'est d'augmenter ses coûts logistiques et d'augmenter les coûts de fret maritime. Et là, vous amputez toute la compétitivité d'un pays. Toute la compétitivité d'un pays. Donc c'est vraiment central. L'enjeu est important. Le chef d'entreprise, le secteur privé, lui, ne peut agir que des problématiques qui sont endogènes, mais tout ce qui est exogène, il le subit. Et c'est là où le rôle de l'État a un rôle, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer, bien sûr, avec le secteur privé, mais le secteur public. Alors, je vais répondre à ta question. Semaine dernière, j'ai entendu un ami à la radio, qui est Sefa Kher, et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, on va prendre 30 minutes, et on va discuter, toi et moi. Pourquoi pavillon marocain? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est vraiment ça? On va acheter quoi? On va acheter 200 bateaux pour faire toutes les lignes, et elles ne seront pas compétitives? L'État va subventionner le fret maritime? Donc il y a une véritable réflexion de fond à mener. Peut-être qu'il faut faire partie de groupements, comme ce qu'a fait les États-Unis et Biden il n'y a pas longtemps, d'accord, à intégrer un groupement, à imposer, entre guillemets, ses lois à l'intérieur. Alors je ne dis pas que le Maroc a ce même pouvoir, mais aujourd'hui, il y a lieu de se positionner dans des groupements, d'accord, et de nous imposer au même titre que les autres opérateurs qui sont dans ce groupement, et qu'on bénéficie des mêmes avantages que des entreprises qui seront en Europe ou sur d'autres continents, d'accord. Prenez Cosco, le groupement Cosco, pour information. Cosco a été racheté par les Asiatiques, qui ont acheté le port de Pirée, d'accord. Ils ont également des concessions dans différents ports, et finalement, ils contrôlent les prix. Un conteneur qui arrive de Chine va être beaucoup plus compétitif qu'une marchandise qui va partir peut-être de Tétouan. Parce que justement, eux sont en train de travailler toute leur chaîne logistique avec les routes de la soie, avec tout ce qui va avec. Donc je pense que le véritable sujet aujourd'hui au niveau Maroc, il est devenu urgent de monter peut-être un ministère de l'intelligence économique avec des réseaux d'influence, d'aller à Bruxelles, d'aller nous battre et de signer des conventions, de signer des accords et de travailler là-dessus pour faire partie de groupements et de bénéficier de tous les avantages de ces groupements au même titre que les pays qui sont nos concurrents aujourd'hui. Parfait. Merci de cette précision, d'ajouter un autre élément donc, à la réflexion pour qu'elle soit beaucoup plus à jour par rapport à la complexité quotidienne qu'on vit pratiquement et des changements qu'on vit pratiquement tous les jours. Maintenant, je voudrais interpeller Tariq par rapport à ce qui a été dit. La position de la MDL dans cette complexité qui est exprimée différemment par les opérateurs économiques, comme pour d'autres acteurs, comme les CRI. Comment vous arrivez à avoir une vision plus ou moins élargie pour tenir compte de ces paramètres qui sont, un, divers et deux, changeants? Alors je dirais en premier lieu que le travail n'est pas très simple. Le travail n'est pas très simple parce que effectivement il y a une pluridisciplinarité des acteurs et il y a donc une interférence avec plusieurs acteurs qui se trouvent effectivement dans le même territoire. Lorsqu'on va parler des CRI, lorsqu'on va parler de la région, lorsqu'on va parler des autres organes qui sont implantés dans les territoires et on va converger tout ça avec une agence nationale et avec d'autres départements ministériels, etc. Donc ça va nécessiter effectivement un très grand effort en termes de coordination, en termes de va-et-vient. Donc vous avouez qu'il y a une complexité de coordination? Ah oui, bien évidemment. Parfait, bien évidemment. parfait. C'est pas simple parce que tout simplement, on va être agile, d'accord, mais on va être agile aussi avec ce qui est imposé en termes... Quand je pense à Cetalal qui voulait rajouter une autre couche d'intelligence aussi économique. Ah oui, bien sûr. Ça va compliquer davantage le système alors. On va interagir avec la salle d'ailleurs sur ce sujet-là. Allez-y, alors, je vous laisse. Mounir, ce que je voulais dire, je voulais relativiser juste les choses qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est vrai que pour le secteur privé, c'est très important de lui préparer une offre territoriale qui est complète et qui répond effectivement à son besoin. Donc, mais cependant, les deux démarches globalement pour pouvoir simuler l'investissement dans un territoire, que ce soit une démarche réactive, ça veut dire face à une demande clairement exprimée, ça, on va préparer une offre. Mais il y a une autre démarche, c'est proactive. Ça veut dire l'ensemble du territoire national, c'est pas Casa et c'est pas Tanger. Donc il y a d'autres territoires où effectivement l'initiative privée, elle se trouve effectivement que ce soit face à très petite ou bien moyenne entreprise qui n'a pas effectivement une vision globale et qui n'est pas un carnet de commandes qui dépasse 6 mois, 3 mois. Donc, ce que je voulais dire, effectivement, c'est simuler là où il faut simuler, donc à travers, bien sûr, les partenariats publics-privés, mais aussi assumer
en tant qu'État, en tant qu'instrument globalement de l'État, je dis AMDL et autres organes, donc d'assumer et de pouvoir impulser effectivement cette offre territoriale et surtout travailler. Ben voilà, je parlais de guerre, c'est mal parlé de guerre, c'est arrivé. Dans tous les cas, c'est pas moi. Alors, ce que je voulais dire, c'est simuler effectivement là où il faut simuler, mais aussi d'impulser ce développement à travers le travail sur l'écosystème, sur les acteurs économiques, sur les opérateurs économiques. C'est vrai que le dernier enjeu que je voulais ajouter, c'est l'enjeu effectivement sécuritaire. Nous avons parlé de l'enjeu environnemental, nous avons parlé d'enjeux économiques, d'enjeux d'aménagement et de développement, donc la planification, etc. Nous avons parlé aussi d'autres enjeux, mais l'enjeu sécuritaire il est très important parce que la mutation actuelle, c'est de pouvoir assurer donc ce stock stratégique pour pouvoir répondre à ces besoins des différents consommateurs qui sont dans des provinces et qui sont dans des territoires donnés. Voilà. Merci beaucoup, Tarek. Vous avez parlé d'une nouvelle offre logistique à destination des opérateurs économiques et surtout exportateurs, parce qu'on a une offre exportable marocaine dont il faut tenir les positionnements et surtout l'attractivité. Si Ahmed, du coup, vous êtes interpellé par cette question, quelle est la pertinence de cette offre et comment elle peut vous être utile pour rentrer dans une logique de compétitivité pour l'offre exportable marocaine? Moi, je pense que une stratégie pour un secteur donné, on va évaluer sa pertinence avec les résultats. Le Maroc, dans le secteur des fruits et légumes, il est proche de l'Europe, mais nous sommes plus loin de l'Europe que l'Espagne, qui est notre concurrent. Donc aujourd'hui, par exemple, pour qu'on puisse nous vendre en Allemagne, qui est un très grand consommateur de fruits et légumes, on n'arrive pas, parce qu'on arrive plus cher. Incroyable. Donc moi, la stratégie de l'État devrait m'aider en tant qu'opérateur économique à aller surmonter une partie ou la totalité de cette contrainte. Donc vous voyez, moi, cette jonction stratégie pilotée par l'AMDL ou l'État globalement devrait se traduire par des actions sur le terrain qui vont permettre à l'opérateur économique d'être beaucoup plus présent sur le marché, parce que le potentiel du Maroc est énorme. Donc nous, on dit que nous sommes proches de l'Europe, oui, mais il y a l'Espagne qui est plus proche que nous. Et donc cette réflexion, moi, à mon sens, il devrait être... c'est vrai qu'il y a les associations, il y a la CGM, etc. Mais il faut insister sur le caractère... il faut se réinventer. Aujourd'hui, pour moi, les plateformes, par exemple, est-ce qu'on va faire des plateformes au Maroc ou des plateformes avancées? L'AMDL, à mon sens, dans la nouvelle stratégie, devrait intégrer aussi les nouvelles exigences des marchés. Aujourd'hui, un supermarché qui vous appelle le matin pour être livré l'après-midi, au Maroc, vous avez besoin de minimum 4-5 jours. Combien, pardon? 4-5 jours pour arriver. Donc vous êtes trop loin. C'est énorme, c'est énorme. Donc vous voyez, c'est-à-dire que, à mon sens, on est sur des actions qui vont aller toucher directement des domaines beaucoup plus proches du terrain. Un opérateur qui est dans une région éloignée, comment faire profiter, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un cadre d'incitation, des potentialités du tangimètre si lui, on ne lui donne pas l'occasion de neutraliser ses coûts d'acheminement. Donc vous voyez que c'est aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques, il y a une stratégie, il faudrait faire évoluer les deux pour qu'il y ait une offre avec des objectifs qui sont en fait communs. Merci Sermet de ces accents de vérité, puis bien sûr d'accentuer sur ce qu'on appelle le maintien de cette promotion qui doit être aussi quelque part non seulement agile mais pertinente et efficace dans l'accès à ces marchés. Je parle de l'offre exportable marocaine et je voudrais, avant de passer la parole à la salle, parce que ce que vous avez dit a certainement prédisposé la salle à poser des questions sur ces sujets qui sont d'actualité. Si Jalal, vous êtes à la tête d'un organe qui fait la promotion d'une région très dynamique, comment vous pouvez bien sûr destiné à des marchés intéressés par l'investissement, une image
d'une région qui est en progression et en même temps de tenir compte de ces complexités qu'on vit en termes de positionnement, en termes d'offres, etc., de logistique et surtout de viabilité de cette offre. Merci beaucoup. En fait, c'est sur la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est notre travail au quotidien. Je vais donner un exemple très simple là, de préparation d'une offre territoriale adaptée à un secteur bien déterminé et qui par la même occasion, est aux liaisons très fortes avec la logistique. Vous voyez, la frontière de Webseta aujourd'hui sont fermées par rapport à tout ce qui est activité commerciale. On avait plein de marchandises qui rentraient en contrebande. On avait des commerçants qui faisaient de l'informel. Aujourd'hui, on a les mêmes marchandises qui rentrent au Maroc, mais par des circuits formels. Tout ça, c'était pas de la magie, c'était une préparation collective, avec de la vraie intelligence collective, d'une offre territoriale, adaptée à un petit exemple, c'est un secteur qui était pire encore, qui était dans l'informel, pour qu'il puisse se positionner dans le formel et pour qu'il puisse devenir des champions aussi dans la partie commerce et dans la partie supply chain, en constituant une offre territoriale très spéciale, une plateforme logistique, et ça c'est un peu le rôle aussi de l'État, parce que ça ne peut pas être fait par le privé, plateforme logistique adaptée au travail commercial, au secteur commercial. C'est une plateforme logistique commerciale adossée à une zone spéciale commerciale. Mais ce n'est pas le physique qui compte, ce n'est pas le développement des entrepôts, ce n'est pas le développement de la plateforme et l'infrastructure physique, c'est tout le travail qui a été fait derrière, d'accompagnement, de conception du fonctionnement, du processus pour que ces gens-là puissent être compétitifs par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant, et aujourd'hui les résultats sont là. Toutes les marchandises rentrent, des gens qui étaient dans l'informel aujourd'hui, des droits et taxes qui sont payés tous les jours, et on n'a aucune rupture. Tout un secteur est intégré et plein de demandes tous les jours pour que les gens puissent s'installer là-dedans. Et avec les investisseurs étrangers, c'est pareil. Amine, pas loin qu'hier, on avait des investisseurs aujourd'hui qui viennent au niveau de la région pour se positionner et qui regrettent le fait de ne la pas avoir fait, ça fait 10 ans. Ils avaient fait le calcul, ça fait 10 ans, ils se sont trompés parce qu'on calculait juste compétitivité à court terme, et aujourd'hui ils le regrettent, ils disent qu'on ne veut plus prendre de retard, on veut investir aujourd'hui, et c'est ici qu'on veut investir. Et je vous assure que tout le temps, la logistique est à 90%, le facteur principal de choix pour se positionner. Parce qu'on veut être connecté au monde, on peut avoir des lignes régulières, on peut avoir une compétitivité, on peut avoir un écosystème qui soit valorisant, et c'est ce qui change la donne. Merci beaucoup de cette précision et de mettre en exergue le rôle de la logistique comme levier d'investissement, comme je l'ai dit, dans une région très dynamique. Je pense que si Mohamed, vous avez levé vos doigts pour réagir. Oui, il y a juste un point, j'ai entendu, je ne suis pas très d'accord sur un sujet. L'investisseur est là pour gagner de l'argent. Celui qui investit dans une entreprise, ce sont des investisseurs, c'est ou des fonds d'investissement ou quelqu'un qui a de l'argent qui veut investir, il cherche une rentabilité, il cherche la pérennité. Donc, il va aller là où il gagnera le plus d'argent. Alors qu'on soit clair. Même les prend Schlumberger, elle a changé 4 fois de chaise sociale dans le monde pour des raisons purement fiscales. D'accord ? Donc au Maroc, aujourd'hui, c'est le rôle de l'État d'assurer la régulation territoriale. Ça veut dire que si on veut développer une région, il suffit de déplacer la demande. Déplacer la demande, c'est déplacer des citoyens d'une zone X vers une zone Y. Pour que ces citoyens se déplacent, il faut qu'il y ait une attractivité de cette région, qu'elle soit beaucoup plus compétitive. Et les leviers sont nombreux. Il y a effectivement le foncier pour ramener des investisseurs, pour construire des bâtiments moins chers. Il y a la fiscalité locale, il y a la fiscalité également au niveau de l'entreprise, IS, TVA, et ainsi de suite. Tous ces impôts, peut-être qu'il faut définir des fiscalités régionales. À une époque, on avait parlé au niveau de la SEGEM d'un SMIC régional, d'accord, pour augmenter le pouvoir d'achat. C'est en déplaçant des populations vers des régions qu'on va mieux équilibrer les régions, qu'on va créer des richesses dans les régions. Mais c'est mes enfants dans une excellente école, j'ai les espaces de loisirs qu'il faut, j'ai une entreprise qui est locale dans laquelle je travaille tranquille. Il n'y a pas de souci. Avec des connexions autoroutières qui sont très fluides, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un. Deuxième point, je vais revenir sur les fruits et légumes, et là, je vais me prendre un petit risque, mais je vous demande d'être... Je crois que, pas uniquement dans les fruits et légumes, mais dans tous les secteurs. Le Covid, c'est le moment d'innover et de trouver de nouvelles solutions logistiques. Je pense qu'effectivement, le coût logistique est important, mais ce n'est pas le seul. Je vais vous donner un exemple.
J'ai eu la chance de visiter une plateforme qui est à Saint-Charles, avec un ministre, avec un groupe de personnes, formidable. Chose qu'on n'a pas au Maroc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de trading aujourd'hui sur les fruits et légumes au Maroc? J'ai pas vu de trading sur les fruits et légumes. Vous avez aujourd'hui 1 kilo de fraises qui va coûter peut-être 2 dirhams le kilo. Mais attendez, mais dans 7 mois, il va être à 12 dirhams le kilo. Et bien peut-être qu'il faut mettre ces fraises-là dans des chambres de maturation. D'accord, il y a un gaz, hein, je ne connais pas le process exact, hein, mais c'est assez technique. Et vous gardez le fruit non mûr pendant 3, 4, 5 mois. Et quand vous voulez le maturer, ben vous le sortez pour qu'il mûrisse et vous le mettez sur le marché. Et là, vous êtes à un moment donné où les cours sont au plus haut. D'accord? Aujourd'hui, on ne veut faire que du physique. Ben, il est peut-être temps maintenant de penser à de la valeur ajoutée sur des solutions qui sont vraiment financières peut-être, qui sont beaucoup plus pointues techniquement et faire du marketing et des choses comme ça. Je crois qu'il n'y a pas uniquement la notion de distance. Je vous rappelle que la volatilité des cours, elle n'est pas que sur les matières premières, elle est aussi sur les fruits et légumes. D'accord? Et un deuxième sujet, je vous donne un exemple. On était sur un dossier, on a dit le Covid est arrivé. Eh oui, ben, les coûts de fret ont augmenté. Une entreprise était devenue non compétitive. Et bien, une idée qui est sortie, c'était de dire, et ça marche très bien aujourd'hui, c'était pour l'export de matelas. Le fret a augmenté, ça ne passait plus. Et bien, figurez-vous qu'en achetant des plastiques spéciaux, en mettant sous vide, ça a permis de réduire le volume des matelas et on chargeait 5 fois plus de matelas. Au lieu de 5 conteneurs, on avait un seul conteneur à l'export. Là encore, ce sont des solutions. Il est temps aujourd'hui de trouver des solutions innovantes, de les apporter aux entreprises, de les accompagner. Et ça, c'est le rôle du logisticien. Merci Simam. Je crois on est dans une logique de ping-pong parce que vos réponses ont fait réagir Ahmed, à vous, Ahmed, et on va passer à la salle parce que c'est vrai que ça suscite beaucoup d'interrogations et de compléments d'informations. Allez-y, Siam. Moi, je crois que c'est peut-être de la faute de la profession des fruits et légumes, on ne communique pas assez. L'export des fruits et légumes est réellement une fierté pour le Maroc. Parce que nous sommes, aujourd'hui, que ce soit au niveau des vergers, organisation des unités de transformation ou bien dans l'organisation commerciale, nous sommes face à des mastodontes au niveau mondial. Le Maroc, cette année, à titre d'exemple, a exporté 220 000 tonnes sur les États-Unis, qui est le deuxième plus grand producteur au monde. Nous sommes face à la Californie avec tous les moyens et l'arsenal derrière des Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce secteur, on n'a aucun complexe, bien au contraire. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des plans de génération green, de développement de ces activités. La logistique, aujourd'hui, en tant qu'opérateur économique, on ne peut pas aujourd'hui monter des lignes, même si nous avons fait ça avec nos partenaires. Mais l'État, à mon sens, là je rejoins ce que disait Setalel, l'État a un rôle aujourd'hui pour rendre les ports plus attractifs. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la région du Souss. Pourquoi une tomate cerise travaillée ou l'Etaima, il va partir à Tanger pour sortir, pour aller en Angleterre? Parce qu'il y a un problème au niveau, il faudrait que le port d'Agadir soit en mesure de proposer des services pour qu'il soit attrayant pour une tomate cerise qui est attendue dans un supermarché Tesco tel jour à telle heure. Donc c'est cette offre-là qui, à mon sens, devrait être intégrée dans les stratégies de développement de territoire. Donc c'est de ça. Mais en termes de développement, je pense que le secteur des exports, le secteur export des fruits et légumes est franchement une fierté pour le Maroc. Merci Sermet de ces précisions. Setalel a parlé de climat d'affaires, d'offres attractives, de financement, du rôle de l'État. Et Sermet, vous avez parlé aussi de ce positionnement donc, qui rend le Maroc certainement bien positionné. Mais bien sûr, il faut que l'État intervienne pour rendre les ports plus attractifs et les territoires aussi. Mesdames et messieurs, je me retourne vers vous certainement pour des questions. Le débat était intéressant. On a même dépassé le temps imparti. Donc je voudrais que les micros soient à la disposition de la salle pour interagir et continuer à apporter de la substance à ce sujet très intéressant. Ah, voilà, on va prendre une série de questions et je vais vous inviter donc à apporter la réponse à ces questions. Là.
Comme vous voulez, mais je vois que vous avez des préférences, mademoiselle. Merci. Alors, monsieur Moustapha Fakhir, je suis un expert international en transport et logistique. Tout d'abord, je voudrais également remercier les organisateurs du Logismed et les féliciter pour ce succès. Alors, ma question elle sera assez Talal, que je vais l'interpeller sur la casquette du grand homme. Et il en a plusieurs casquettes, alors si vous ciblez la bonne, s'il vous plaît. Je vais me contenter de celle-là. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, un peu philosophique peut-être. Ah, Talal, vous allez s'offrir ce matin, vous êtes dans la philosophie là. Alors, dans le secteur logistique marocain, on n'a jamais eu autant d'intelligence. Sérieusement, quand je vois le panel, les acteurs, on n'a jamais été aussi intelligent. Mais malheureusement, la réalité nous dit qu'on n'a jamais été aussi faible, aussi dépourvu sur le plan logistique. On le voit, nos indicateurs sont là, les chiffres sont têtus. On a des vraies contraintes. Alors, la question que j'ai envie de me poser par rapport à ce contraste... Toujours Assim Mohamed Talal. Hein. Oui, voilà, effectivement. J'espère qu'il l'a noté. Alors, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas les frais de certaines réformes majeures qu'on a toujours reportées à plus tard? Dans le transport maritime, la question du pavillon, elle est là. On n'arrive pas à l'éluder, ça fait 20 ans. Est-ce qu'on aura un pavillon ou pas? Dans le transport routier, il y a des problématiques majeures comme les conditions d'accès à la profession, comme la mise à niveau des entreprises, comme l'indexation. Il y a des sujets majeurs sur lesquels, pendant 20 ans, on a fait une impasse. On a fait de notre mieux, on a amélioré notre infrastructure, mais on a été rattrapé par la réalité du post-Covid où tout ce qu'on a fait, c'est bien, on attend GMED, on a des ports compétitifs, mais la sauce ne prend pas. Parfait. Merci. Question philosophique, mais longue aussi. Simam, j'espère que vous l'avez bien noté. Beaucoup d'intelligence, mais peu d'efficacité. Deuxième question, allez-y. Bonjour, je me présente Reda Al-Fakher, je suis le directeur partenariat de Freighterium. Alors ma question c'est par rapport à la thématique, la logistique des territoires. Moi j'aimerais bien revenir sur le contexte du modèle de développement parce que je trouve que ces 2 années de concertation collective sous l'impulsion de Sa Majesté. Et dans ce rapport, on parlait beaucoup des ruptures. Et parmi les ruptures, c'est que c'est plus l'infrastructure qui va piloter les stratégies de développement, mais c'est plutôt l'humain. Donc moi, en regardant la thématique, je disais que la logistique des territoires, c'est aussi les humains, les logisticiens sur les territoires. C'est-à-dire tout le débat, c'était pour les infrastructures, ce qui est très important. Mais qu'est-ce qu'on a préparé pour l'humain? Tout à l'heure, il a parlé de l'innovation. Du coup, ça lui fait une deuxième question. Non, c'est pour tout le panel, mais oui. Justement parce qu'il a parlé de l'innovation. Mais comment peut-on créer cet écosystème d'innovation? Donc, qu'est-ce qu'on prévoit en termes de formation dans les régions qui ont les atouts logistiques, l'université pour la recherche et développement et les incubateurs pour créer des startups et rendre ces régions-là attractives et surtout compétitives. Donc, c'est des manières de faire. Question pertinente, c'est vrai que le capital humain a été, à tort ou à raison, escamoté. C'est le centre du développement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de nous avoir rappelé cet élément important. Bonjour, Youssef Ahmed, consultant en supply chain. Moi, ma seule question, c'est concernant un point très important, c'est la régulation dans le domaine. Donc, elle s'adresse plus à la MDL. Pour savoir son rôle, est-ce qu'il va évoluer un jour vers de la régulation ou est-ce qu'on va rester dans une forme d'agence qui essaye de réguler sans avoir réellement la force de réguler? Merci beaucoup. La question est à la MDL. 4e question, juste à côté, madame. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les panélistes. Je me présente, Abdallah Jawed, consultant en emballage et Exchange Expertise. Ma question s'adresse à Ahmed Ben Haddou. Ah, pardon, j'ai pas entendu. À monsieur Ahmed Ben Haddou de AMFB. Comme vous l'avez bien cité, Ahmed, le Maroc exporte à peu près 2 millions de tonnes de fruits et légumes. Est-ce que, à l'avenir, est-il possible
de digitaliser les palettes, dans le but bien précis de relever les anomalies à l'arrivée. Merci. Merci beaucoup. Digitalisation, ce qui nous incite à réfléchir sur le cross-boarding aussi quelque part. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Dernière question, parce que peut-être qu'on reprendra si les organisateurs me le permettent, une autre série de questions. Allez-y, monsieur. Salam alaikum, c'est Mustafa Mohamedi, expert en supply chain et porteur d'un nouveau projet pour la logistique et généralement pour la 4.0. J'ai un petit souci concernant la création des nouveaux projets au Maroc. Malheureusement, sincèrement, j'ai pas trouvé... C'est une question, pas de souci, monsieur. Si vous voulez bien aller à l'essentiel de votre question. Merci beaucoup. Alors, transformez-le en question, s'il vous plaît. Ma question, pour les porteurs de projets, généralement, on ne trouve pas, malheureusement, les passionnés par la logistique, généralement des porteurs, des entrepreneurs qui veulent faire de la fortune au travers de la logistique, mais il y a de potentiel que les gens ont la patience par la logistique ou ont des projets, mais malheureusement ما كاينش l'aide soit من l'État. Je donne l'exemple, tu connais des conventions de soutien de l'État, mais tu proposez vos projets, les faits la logistique, je vous dis que là. Donc vous cherchez le soutien, si je comprends bien. Donc vous êtes à la... Parfait. Et aussi, tu connais des startups, tu تعمل مع الناس بحال des gens اللي يلاه تيتعلموا et pourtant il y a le potentiel اللي خصنا exploiter. Parfait. Merci beaucoup d'avoir mis en exergue cette problématique d'accompagnement et de coaching. Si Mohamed Talal, vous étiez interpellé sur une question philosophique. Mustafa a déjà la réponse. Il pose la question, il a déjà la réponse. Je ne savais pas qu'il était philosophe, mais bon. Oui. Alors, écoute, je vais te répondre de manière très large, parce que ta question, il faudrait 10 heures pour en parler en détail. Pitié, non. D'accord. Il ne faut pas oublier une chose. D'abord, si on regarde de la logistique, entre guillemets, du prisme de l'entrepreneur, c'est rentabilité, offre de services, offre de produits. Maintenant, nous sommes au Maroc, nous sommes un État, nous sommes citoyens, nous sommes patriotes. Le Maroc a connu, ce plan logistique, énormément de bouleversements, énormément de changements, et franchement, moi qui suis au Maroc depuis, je suis revenu au pays en 91, beaucoup de changements. Alhamdoulilah, on a beaucoup progressé. À l'époque de Sir Lab, qui était ministre du Transport, il y a eu la réforme portuaire, il y a eu également tout ce qui était au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'aviation. Il y a également tout ce qui a été fait au niveau du code de la route. Il y a également le contrat programme logistique, il y a les infrastructures, il y a Tangimed. Alors quand on regarde ce qu'on a fait sur la 20-25 dernières années, là, par rapport à Zama, on revient de très très loin par rapport à des pays limitrophes. Maintenant, quelqu'un a parlé de modèle de développement, c'est vous. D'accord, le jeune de Friterium. Je te rappelle une chose, le modèle de développement, c'est tout un ensemble, c'est tout un équilibre qu'il faut maintenir. D'accord? Si tu viens et tu bouleverses, tu as des emplois qui risquent de disparaître. Ces emplois, c'est social. D'accord? Il y a des écosystèmes qui sont là. Il faut accompagner ces personnes-là vers la retraite. Par contre, préparer la relève par de l'enseignement, de l'éducation, des centres culturels, effectivement des incubateurs pour les entrepreneurs, des choses comme ça, et accompagner pour arriver vers un nouveau modèle. D'accord? Où la logistique serait là de plein pied. Okay? Moi, je me souviens, quand il y a eu la réforme portuaire, la problématique de Docker s'était posée. Qu'est-ce qu'on fait des Dockers? Hier, j'étais avec le ministre Simzour, et je ferme la parenthèse, on parlait de e-commerce, développement, les épiceries, on va les fermer, ça c'est fini, c'est terminé. C'était un entrepreneur qui disait ça. Hein? Le ministre dit, oui, vous êtes gentil, monsieur. Mais juste pour votre information, le Maroc, c'est 88 000 détaillants. Chaque détaillant, c'est 8 personnes qui mangent de cette épicerie. Les précis, c'est 30 000 dirhams de chiffre d'affaires par mois. C'est 4 000 dirhams de marge. Sachant que 70% du carnet de crédit, ce ne sont pas des ventes du commerce. C'est du crédit qu'il fait aux gens pour payer la facture d'électricité, pour aller repayer d'autres choses, parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur salaire fin de mois. Donc il y a un écosystème qui est là social, il y a un équilibre à tenir.
On ne peut pas venir uniquement réfléchir techniquement et imposer, même si c'est rentable, même si ça répond à toutes les normes qu'on voudra, il faut accompagner ces transitions-là. L'indexation, on est dessus aujourd'hui au niveau du ministère, effectivement, ça doit être un projet de loi qui doit être déposé à la première chambre pour le faire passer, mais tout ça, ce sont des décisions et des événements qui viennent perturber l'écosystème. Donc il faut en tenir compte, il faut accompagner pour que nous accompagnions ce pays dans cette transition. Merci Si Mohamed. Deuxième question qui était sur le nouveau modèle de développement qui exige une forme de rupture pour pouvoir apporter les réponses adéquates à un contexte qui est changeant. Qui voudrait répondre à la question? La MDL, vous êtes aussi interpellé sur la problématique de la régulation. Du coup, donc vous répondez sur les deux. Effectivement, très très bonne question de la part de notre cher ami de Frétérium qui concerne le nouveau modèle de développement et ça va rejoindre effectivement la même réponse pour mon cher ami. Alors, ça concerne effectivement la première des choses, je crois, et là je salue effectivement l'ensemble des recommandations qui ont été lancées par la CGEM. Donc ça fait très longtemps. Le nouveau modèle de développement d'ailleurs, il l'a incarné directement, c'est de pouvoir donner ce pouvoir de régulation et de renforcer, ça a été dit comme ça, renforcer ce pouvoir de régulation de l'AMDL. Et je crois qu'en tant qu'agent stratégique, on ne devra pas jouer plusieurs casquettes, mais essentiellement incarner effectivement ce rôle de l'État. Ce rôle de l'État, ça va commencer que par de la régulation. Et là, ça a été une première rupture qui a été proposée par le nouveau modèle de développement. Et là, je rejoins parfaitement effectivement l'idée de renforcer ce pouvoir régulatoire parce que la loi de création actuelle, la loi 5909, ne donne à l'AMDL que la possibilité d'être une force de proposition, donc que ce soit dans le secteur réglementaire ou bien législatif. Cependant, l'AMDL n'a pas resté bras croisés. On a travaillé énormément sur ce chantier. On a travaillé sur le fait de pouvoir proposer un cadre réglementaire et technique. Donc ça démarre depuis les autorisations de projet, c'est quoi un cahier de charge qui doit être soi-disant imposé par l'agence urbaine, etc., etc. Parce qu'il faut qu'on essaye de travailler pédagogiquement en premier lieu pour pouvoir intégrer cette notion de la logistique qui est diluée actuellement dans d'autres notions. Lorsqu'on va vouloir faire de l'autorisation pour un entrepôt, une installation logistique, on peut effectivement la faire d'une manière dissimulée à travers une activité industrielle. Et ça, effectivement, je crois que si il y a ce renforcement de pouvoir régulatoire, on va pouvoir effectivement encadrer mieux cet exercice. Concernant... S'il vous plaît, vous le laissez terminer, on reviendra. Il y aura une deuxième série de questions, si vous le permettez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, concernant le domaine de la formation aussi, je crois que... Oui, il y avait le capital humain qui était soulevé. Oui, effectivement. Je crois que l'effort d'élaborer un plan national, ça a été déjà élaboré, concerté et établi et mis en place par l'AMDL, donc le plan de formation national, et qui devra bien sûr être décliné d'une façon territoriale à travers les universités, etc., etc., et insister effectivement essentiellement sur le recherche-développement et de l'innovation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette élaboration de plan de formation territoriale, c'est une prérogative parmi d'autres, donc c'est une prérogative importante de la région, dans le cadre de la loi des régions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Tarek. Il y avait la question de la digitalisation, le cross-boarding et toutes ces problématiques qui se sont accentuées avec la Covid. C'est vrai que la digitalisation s'est accrue, s'est développée dans plusieurs secteurs, notamment l'export. Ahmed, quelle est votre réponse par rapport à cette question qui a été posée? Alors, si vous avez parlé de la digitalisation de la palette, j'imagine que vous faites allusion à la traçabilité. Alors, pour nous, on aborde la question de la digitalisation à deux niveaux. D'abord, au niveau de l'unité de transport. Nous avons développé une nouvelle plateforme digitale FreshTrack qui est déjà présente ici, où on fait appel à l'Internet des objets, qui nous donne la possibilité de localiser en temps réel le conteneur ou bien le camion, plus toutes les conditions à l'intérieur
du camion ou bien du conteneur, de température, d'humidité, etc. Aller à un niveau plus bas, on a essayé l'année dernière une technologie RFID sur les caisses et les palettes. C'est une technologie aujourd'hui qui est chère parce que, pour ne pas nommer, il y a Huawei qui travaille sur un projet comme ça. Et donc ce sont des petites puces qu'on met dans chaque palette et qui nous permettent de localiser la palette, surtout dans les entrepôts. Nous, on en a besoin, notamment sur les ports américains où parfois on a besoin de localiser la palette pour un type de client. Mais c'est aujourd'hui à l'échelle, la technologie est encore chère pour la rentabilisation. Mais c'est un projet qui, chez nous, en tout cas dans notre groupe, est en cours. Merci, Voilà. Ahmed. Il y avait une question qui était posée par un jeune sur la partie coaching, accompagnement des start-upers, des jeunes entrepreneurs. Je pense que si Jalal, vous avez une réponse sur ce sujet-là parce que vous êtes dans une région qui fait la promotion aussi de l'entrepreneuriat et surtout des start-up et bien entendu de toute initiative portée par des jeunes. Bien entendu, en fait, on ne l'a pas tellement dit ce matin, mais la personne qui a posé la question a absolument raison. L'humain est au centre de tout ce qu'on est en train de dire. L'accompagnement des porteurs de projets, des entrepreneurs, même des grandes entreprises, et notre travail au quotidien, c'est là où on fait le plus d'efforts. Et quand j'ai parlé du cas de Fnaidaq, c'est de l'accompagnement au jour le jour. Hein. Les gens sont formés toutes les semaines sur le commerce international, sur ce que c'est la douane, sur ce que c'est l'office d'échange, ce que c'est l'impôt, sur la logistique, sur tous les trucs. C'est un effort d'accompagnement continu qu'on fait aux entrepreneurs et aux porteurs de projets, parce que c'est la clé de succès des projets d'investissement et c'est la clé de succès pour que ces projets-là deviennent des projets géants. Maintenant, vous avez posé la question aussi par rapport aux incitations qui sont disponibles par rapport à l'investissement au secteur logistique. Ça, je l'évoquais tout à l'heure. Et c'est une recommandation, c'est un appel que je fais. Ça serait sympa d'avoir un cadre aussi incitatif pour l'investissement dans le secteur logistique. Donc, quand vous voulez investir aujourd'hui, par exemple au niveau de l'industrie, vous pouvez avoir la contribution de l'État, vous pouvez avoir une subvention de l'État qui peut aller jusqu'à 30%, une participation directe, ainsi de suite. Vous voulez faire un hôtel, vous voulez faire un projet d'investissement, vous avez des incitations aujourd'hui qui existent. Ils sont résumés dans un guide qu'on a fait au niveau de la région, un guide territorial des incitations de l'État qui existent et je vous invite à le prendre à partir du stand de pavillon des CRI qui regroupe toutes les incitations qui existent au niveau national. Malheureusement, au niveau de la logistique aujourd'hui, il n'y a que les incitations qui existent d'une façon générique au niveau du pays, mais qui ne sont pas très adaptées à l'investissement en logistique. Moi, je pense qu'avoir un cadre incitatif pour le secteur logistique, spécialement, pourrait impulser énormément de secteurs. Et c'est ça ce que j'étais en train de dire. Et la région de Tanger est un exemple dans ce sens. Si vous impulsez l'investissement logistique, ça va créer de l'industrie, ça va créer du commerce. Et le commerce est un secteur aujourd'hui où on ne s'attaque pas énormément. Dans notre région, c'est une vraie actualité. Ça peut impulser le tourisme, ça peut impulser énormément de choses quand on impulse à travers l'incitation au niveau du secteur logistique. Et on le voit avec la rareté du foncier planifié pour la logistique. Le coût peut être très cher et sans subvention de l'État, sans incitation au projet d'investissement, pas au coût du foncier, c'est difficile au privé d'aller investir au niveau d'une plateforme logistique. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de déménager à Tanger. Mesdames et messieurs, on m'alerte qu'on a dépassé le temps imparti et dans ces contextes-là, sincèrement, le mot merci se marie très bien avec beaucoup. Merci aux organisateurs de nous avoir permis cette rencontre qui a certainement apporté l'intelligence collective et surtout des angles et des approches nouvelles pour aborder une problématique qui est cruciale et d'actualité. Merci aux panélistes qui se sont donné la peine d'être avec nous et surtout d'apporter leur franchise dans la réponse aux questions. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être là, d'être patients, d'avoir aussi enrichi le débat de votre côté. Excellente fin de matinée. À très bientôt.